profession de bourreau a disparu progressivement en Europe avec l'abolition de la peine de mort. Le Portugal avait le premier donné le signal. Un demi-siècle plus tard, c'est la Suède, suivie 12 ans plus tard par le Danemark. L'Italie, la Finlande, l'Allemagne et l'Autriche précéderont le Royaume-Uni et l'Espagne. La France, pays des droits de l'homme, attendra le 19 septembre 1981, 114 ans après le Portugal, pour que l'Assemblée nationale adopte une loi dont l'article 1er stipule « La peine de mort est abolie ». 3 mois plus tard, les 2 derniers exécuteurs de la République sont discrètement mis à la retraite. Point final d'une histoire millénaire. Les 2 derniers bourreaux étaient descendants ou alliés de très anciennes lignées d'exécuteurs. Ils perpétuaient dans la tradition du secret la terrible fonction, celle qui exclut définitivement de la communauté des hommes. Qu'on les appelle bourreaux ou exécuteurs, ou comme autrefois tourmenteurs, pendeurs, punisseurs, écorcheurs, ces hommes payés pour tuer d'autres hommes témoignent que notre histoire fut souvent noire. Le premier millénaire s'éteint tout juste, les temps sont chaotiques, la terreur et l'insécurité constituent l'ordinaire des vivants. Vivre, c'est s'accommoder de la peur. Qui fait peur commande, qui n'obéit pas meurt. L'enfer gouverne les survivants. Au quotidien, la mort est plus familière que la vie. Donner la mort ne suffit pas pour s'imposer. Encore faut-il qu'elle soit précédée de supplices administrés par des bourreaux de rencontre. Au hasard des chemins, l'exposition des corps suppliciés qu'on laisse pourrir indéfiniment au regard de tous doit servir à l'édification de chacun. Les routes et les chemins sont incertains, les villes ne sont pas sûres. Vers le XIIe, XIIIe siècle, les villes se sont étendues, leur population a augmenté, on a des agglomérations qui atteignent 10 000 habitants, parfois plus, et il y a une délinquance extrêmement importante. Toutes sortes de gens arrivent là de campagnes faméliques, et le problème se pose vraiment d'essayer de juguler cette délinquance, cette criminalité qui peut être très violente. Assurer la sécurité des campagnes et des villes, c'est permettre que prospèrent et le commerce et la religion, c'est contrôler les richesses et les âmes, autrement dit, gouverner. En ces temps troublés, gouverner, c'est punir. Imposer l'autorité royale, c'est rappeler que tous les hommes sont petits, sauf le roi, et qu'il a toujours le dernier mot. Il conforte son pouvoir par le spectacle des tourments commandés par sa justice. Leur cruauté, leur durée ont valeur d'exemple pour les spectateurs qui se pressent sur le lieu des supplices, généralement les jours de marché. Pour être édifiant, le supplice doit être long, très long. La mort n'est consentie qu'au terme du processus punitif. Les supplices varient selon la nature du délit. Fouet pour les petits larcins, mortification publique pour des transgressions mineures, les bras préalablement liés derrière le dos avec une longue corde, les blasphémateurs sont précipités du sommet d'une potence. La chute interrompue en bout de corde disloque les bras, c'est l'estrapade. Aux déserteurs, on coupe le nez ou l'oreille. Aux voleurs, on ampute la main.
Dans les cas les plus graves, ils sont rompus, c'est-à-dire qu'ils ont les membres brisés au gourdin, puis sont exposés sur une roue face contre ciel. Le supplice de l'eau est réservé aux interrogatoires. L'écorchage est plus rare. Exceptionnelle, l'éviscération, après quoi les suppliciés sont pendus, sauf ceux condamnés pour luxure ou homicide qui sont brûlés vifs. Les régicides sont écartelés au moyen de 4 chevaux attelés à leurs membres qui tirent jusqu'à l'arrachage. Aux nobles est réservé le privilège d'être décapités à genoux. L'exécution est une représentation théâtrale à la fois triviale, mystique et moralisatrice. Triviale en ce qu'elle flatte la part animale de l'individu, mystique en ce qu'elle atteste l'essence divine du souverain, moralisatrice en ce qu'elle préfigure la damnation du pécheur. Au cœur de ce dispositif punitif, un homme recruté chez les plus faméliques qui se cache, que l'on cache, sauf quand on le requiert, le bourreau de métier. Le bourreau, sujet de répulsion, d'horreur et en même temps de fascination, a toujours été un personnage central dans les exécutions qui attiraient une foule, qui ont toujours attiré une foule considérable. Toujours. Certaines exécutions, Madame de Sévigné raconte par exemple la mise au bûcher de la Brinvilliers, ont provoqué des morts et des gens étaient étouffés dans la foule, ou sont tombés d'une fenêtre. C'était vraiment un spectacle extrêmement recherché. Et au milieu de tout ça, il y a 2 personnages centraux. C'est le bourreau et c'est le condamné. Et comme c'est le bourreau qui va rester le dernier en place et qui a le rôle actif, le condamné n'est plus qu'une sorte de pantin ficelé qui ne peut plus faire un mouvement, ou presque. Et le bourreau va donc être la vedette. Et quand par hasard il est maladroit, qu'il rate, et il est arrivé que des bourreaux soient tués par la foule, et quand il est particulièrement habile, il sera applaudi, quitte quelques heures plus tard à refuser tout contact avec lui. C'est donc, là encore, un personnage tout à fait hors du commun. C'est un personnage sacré. Il est sacré parce que c'est lui qui prend le péché pour tout le monde, car tout le monde sait très bien que c'est un péché. Et il est sacré parce qu'aussi, c'est le personnage clé, la clé de voûte de tout le fonctionnement de la cité à cette époque-là. Avant que s'affirme fermement le pouvoir royal, les exécutions étaient confiées à des hommes pris au hasard dans la population. C'était souvent le mailleur, l'ancêtre du maire. En France, en Allemagne ou en Angleterre, ce pouvait être le plus récent installé dans la ville, ou le dernier marié, ou les juges eux-mêmes. Les supplices exigeaient des notions d'anatomie car il s'agissait de découper les corps ou de les briser. C'est pourquoi on retrouve souvent des bouchers à l'origine de la profession. Jusqu'au dernier, les bourreaux se feront souvent assister par des tueurs de bêtes. En interdisant aux magistrats, en avril 1453, d'exécuter eux-mêmes leur sentence, une ordonnance de Charles VII consacre la professionnalisation de la fonction de bourreau. C'est l'époque où les parlements, ancêtres des palais de justice, cherchent à accroître leur pouvoir. Chaque province, chaque féodalité rend sa justice. L'influence du seigneur se mesure au nombre de piliers de gibet qu'il est autorisé à dresser sur ses terres. Seul le roi de France peut ériger un nombre illimité de piliers. Le gibet de Montfaucon, au nord de Paris, au bord de la route d'Allemagne, exhibe en permanence les dépouilles des condamnés exécutés par le bourreau. Il est le dernier maillon de l'application des peines de justice qu'on appelle les hautes œuvres. Ce n'est toutefois pas sa seule fonction. Il a aussi le rôle d'exécuteur des basses œuvres. C'est-à-dire qu'il a le privilège de faire l'équarrissage des animaux morts. C'est-à-dire qu'il ramasse dans les champs ou sur la voie publique les animaux morts, qu'il les amène chez lui et qu'il les dépaisse, ce qui va lui donner la propriété du cuir
de la graisse, de la corne, toutes sortes de choses qu'il va revendre. Et lui seul a le droit de faire ça. Il va aussi avoir le privilège d'exercer le métier de vidangeur des fosses d'aisance. C'est-à-dire qu'on va lui donner tous les métiers les plus répugnants. Il est l'éboueur de la société au point de vue légal, puisqu'il la débarrasse de ses criminels, et il est aussi au point de vue physique, puisqu'il va réellement exercer les professions les plus répugnantes qu'on lui abandonne et qu'on lui donne, et auxquelles il va tenir à garder ce privilège, car c'est ça qui lui permet de vivre et de nourrir sa famille. Sa profession l'oblige à éviter les autres. Quand autour de lui, on vit pauvrement, lui vit plus mal encore, car il ne dispose que de ressources qui lui sont chichement octroyées, d'où la nécessité de recourir à des subterfuges. Au XVIIe siècle, par exemple, c'est lui qui pourvoit en cadavres destinés à la dissection les chirurgiens de la faculté de médecine de Paris. Commerce illicite qu'il exerce en simulant le vol des dépouilles dont il a la garde. Le paria qui est devenu le bourreau est victime de ce qu'ils appellent eux-mêmes le préjugé populaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se mélanger avec eux et qu'on les repousse. Par conséquent, on va les rejeter hors de la société des autres hommes. Ils n'ont pas le droit d'habiter la ville. Sauf la maison du pilori qui est marquée d'infamie, car c'est le lieu où sont exposés les condamnés à la vindicte populaire. Indispensable à la communauté, paradoxalement, le bourreau apparaît infâme à ses contemporains. Au XVIIe siècle, lorsqu'il quitte cette maison du pilori, le développement urbain le contraint à vivre dans les quartiers les plus malfamés, ceux où exercent les prostituées. Il est contraint de côtoyer la pègre, autrement dit d'être mêlé étroitement à ceux qu'un jour prochain il devra exécuter. Menacé, rejeté par le fameux préjugé populaire, il va se replier sur sa famille et ses proches. Et ce bourreau, il va être à la fois l'objet de la crainte, d'une certaine admiration lors des exécutions et d'un rejet, d'un mépris généralisé. Ça va donc rapidement devenir, il y a toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne une caste, parce qu'il est isolé des autres hommes par sa fonction. Ce qui va entraîner obligatoirement un phénomène de consanguinité, parce que le bourreau ne pouvant épouser que la fille d'un autre bourreau ou la fille d'un de ses aides, en quelques dizaines d'années, tous ces gens vont être cousins. Puisque personne ne les accepte, ils vont donc former des noyaux familiaux extrêmement chaleureux et solidaires. Donc le bourreau naît bourreau, et pour s'assurer de la continuité de la profession et de sa propriété, de sa possession dans la famille, dès que les enfants ont 6 ans, on les fait assister aux exécutions, avec leur mère, qui souvent aide un peu aussi son bourreau de mari. Dès qu'ils vont avoir 10 ans, ils vont participer à l'exécution en accomplissant des petites tâches, en apportant une corde, un seau, en faisant quelque chose. Mais donc, ils sont sur l'échafaud à côté de leur père. Et dès qu'ils ont 16 ans, parfois même un peu moins, 15, quand ils sont solides,
eh bien, ils vont être l'aide de leur père et parfois même le suppléer quand il est fatigué ou malade. Les bourreaux font provisionner leurs enfants au moyen d'un document garantissant qu'ils succéderont à leur père. Si bien que des enfants sont provisionnés bourreaux à quelques mois. Si le père meurt avant que son fils atteigne l'âge de 25 ans, il aura un régent qui assurera les exécutions à sa place et en son nom. Et c'est ainsi que se développeront de véritables dynasties, comme celle des Desmorais, qui servira de passerelle pendant plusieurs siècles entre toutes les familles d'exécuteurs. Je m'appelle Michel Desmorais, je suis sur ce tableau à cet endroit, et je suis le descendant à la 13e génération de Jean Guillaume, bourreau de Paris au temps de Henri IV, qui du reste a exécuté Ravaillac en 1610. Son fils Jean Guillaume est également bourreau de Paris, son ordre de gloire, marquise de Brinvilliers, prince de Rohan. Sa fille, Mathurine Guillaume, épouse Pierre Desmorais, le même patronyme que moi donc, mon ancêtre, qui est chirurgien, fils d'un procureur du roi. Ils ont un enfant qui s'appelle Louis, qui se marie 2 fois, qui a 20 enfants. Les hommes ont été bourreaux en chef des bailliages alentours, et les femmes, bourrelles, comme on disait. Mon ancêtre direct, Nicolas, qui est le 3e fils de Louis, a été bourreau de Châlons-en-Champagne. Il a 4 enfants, parmi lesquels Marie, qui va engendrer les bourreaux de Metz via les barrets. Et Simon, donc, est le père de Jean et de Jean-Simon. C'est un des premiers à utiliser la guillotine. Et Jean-Simon a eu 3 fils, le bourreau de Chalon-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, le bourreau de Quimper, et mon ancêtre Simon Urbain, bourreau de Chalon-sur-Saône. Jean-Baptiste, lui, il va rompre complètement avec la profession puisqu'il sera fileur de laine. J'ai calculé que Louis, mon ancêtre, a engendré 256 bourreaux. Et son arrière-grand-père Jean-Guillaume, alors je n'ai pas tout à fait terminé le calcul, a engendré, lui, environ 400 bourreaux. C'est bien l'une des singularités de la fonction. On est et on meurt bourreau comme on est et on meurt roi. Quand le roi trône dans la lumière, dans son ombre on devine la silhouette de son exécuteur. Il représente la terreur sur terre, indispensable au souverain pour asseoir son pouvoir. Pour que l'un ait le privilège de faire grâce de la vie, il faut que l'autre, son contraire, donne la mort. Ils forment un couple qui témoigne conjointement de la cohérence de la société. Le roi est sacré, son bourreau l'est également, car il assume pour la collectivité le geste interdit, tuer. Ce n'est pas le seul rapprochement entre le monarque et son exécuteur. Du fait de leur isolement, l'un et l'autre sont condamnés avec les mariages entre parents à une permanente consanguinité. D'autres liens confirment leur étrange promiscuité. À tous les deux, on attribue un identique pouvoir magique, celui de guérir. Le monarque en reçoit le don au sacre, le bourreau par hérédité, selon la croyance populaire. Guérisseur, il fait traditionnellement commerce de remèdes concoctés à partir de prélèvements opérés sur les suppliciés. Certains exécuteurs se rendent en Allemagne où un diplôme de chirurgien est spécialement délivré aux bourreaux. En 1802, 2 experts contestent à l'exécuteur de Saône-et-Loire ses diplômes de chirurgien obtenus à la faculté de Fribourg. Il n'est point difficile d'apprécier à leur juste valeur l'authenticité de tous ces certificats lorsqu'on connaît l'état de la chirurgie en Allemagne qui est presque toujours exercée par les exécuteurs criminels qui sont vulgairement appelés docteurs. Souci de respectabilité ou appât du gain ?
pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, on n'a pas voulu salarier vraiment le bourreau. Il touchait des vacations et on lui avait donné des privilèges qui lui permettaient finalement de vivre, et même assez confortablement, dans les villes riches comme Paris ou comme Rouen. Permanence de l'histoire, tous les régimes contesteront aux bourreaux leurs émoluments, instaurant des usages et dictant des textes pointilleux pour leur lâcher parcimonieusement un salaire. La rémunération du bourreau, peut-être parce qu'elle disqualifie celui qui l'octroie, ne cessera jamais d'être l'objet d'ergotage, de contentieux, de chicaneries. Jusqu'au XVIIIe siècle, pour n'avoir pas à les payer ou pour compléter un salaire insuffisant, on leur octroie le droit de havage. Cette coutume confère le privilège de prélever une havée, c'est-à-dire une poignée ou une part de chaque marchandise proposée sur les marchés. Source de conflit, ce prélèvement imposé aux commerçants contribue à la réputation détestable et au rejet des exécuteurs. En réponse à la colère des marchands qui estiment que les denrées sont souillées dès que touchées par la main du bourreau et de ses valets, donc invendables, le procureur de Dijon, le 29 mai 1551, leur rappelle fermement que sous peine d'être bastonnés, ils doivent désigner les produits choisis avec un certain petit baston peinturé. Un siècle plus tard, à Troyes, des marchands exigent que les bourreaux utilisent une cuillère pour prélever les grains. Ils obtiennent satisfaction, mais jugent toutefois la cuillère beaucoup trop profonde. Pour calmer l'agitation, la fameuse cuillère sera étalonnée. Le 1er juillet 1766, après l'exécution à Abbeville du chevalier de la Barre, Charles Sanson, l'exécuteur, adresse sa facture à l'intendant du roi. Appliquer la question, fait faire mention honorable, couper la langue, 20 livres. Trancher la tête, 100 livres. Transporter au bûcher, brûler, jeter les cendres au vent, 90 livres. Frais de transport à Abbeville, 320 livres. Total, 530 livres. Bien que le supplice ait duré 5 heures, la facture est estimée excessive par l'intendant du roi, qui la ramène à 441 livres. Ce n'est point à raison des droits qu'ils perçoivent qu'il convient de déterminer ce qu'il faut leur accorder. Ce n'est point une indemnité proportionnée que le roi se propose de leur donner. Ce sont des salaires suffisants pour les faire subsister en retranchant les dépenses superflues qui ne doivent point entrer en considération dans la fixation. Je ne me persuaderai point qu'il en coûte beaucoup plus à ces hommes pour vivre qu'à tout autre. Un an auparavant, Turgot avait réduit d'autorité les indemnités des bourreaux comme si ergoter leurs émoluments était dans la nature des choses. Avec la Révolution, profitant du bouleversement des mentalités, les familles de bourreaux revendiquent une reconnaissance qu'elles n'avaient jamais obtenue. C'est leur première occasion de sortir de l'isolat social où elles se sont retranchées depuis bientôt 6 siècles. La peine de mort étant devenue parfaitement égalitaire, il n'y a plus de privilèges, on va venir devant l'Assemblée nationale en décembre 1789 pour décider si on va donner le titre de citoyen à des personnes dont la profession ou la confession religieuse
les avait exclus auparavant d'un certain nombre de choses. La première tentative de réhabilitation se déroule à l'Assemblée le 23 décembre 1789. On y débat de l'éligibilité des juifs, des protestants et des comédiens. Clermont-Tonnerre monte à la tribune et demande qu'on leur associe les exécuteurs. Selon lui, les professions sont nuisibles ou ne le sont pas, et propose que la loi mette un terme à la discrimination qui frappe les bourreaux et leurs familles. Représentant de la droite, l'abbé Maury proteste. L'exclusion des exécuteurs n'est point fondée sur un préjugé. Il est dans l'âme de tout homme de frémir à la vue de celui qui assassine son prochain. Bref, selon le bon abbé, pas plus que les juifs, les protestants et les comédiens, le bourreau ne mérite d'accéder à la citoyenneté. Samson, exécuteur en chef, écrit à l'Assemblée. La justice perdrait sa force exécutive et ne trouverait plus d'exécuteurs si cette motion était décrétée. Menaçant de démissionner, il ajoute que tous ses confrères suivront son exemple si on décrétait que les exécuteurs n'ont pas accès aux droits des citoyens. Lors d'une séance suivante, on évoque cette fois-ci l'égalité des citoyens. Au nom de sa profession, Samson la revendique. L'abbé Maury s'y oppose, il interpelle les députés. Accepteraient-ils de siéger avec des bourreaux ? L'intervention de Mirabeau sera décisive. L'Assemblée confère aux bourreaux et à leurs familles les mêmes droits qu'aux autres. Le bruit avait couru que l'on allait voir à l'œuvre la guillotine, l'invention du docteur Guillotin, cette machine à couper les têtes, expérimentée 2 semaines auparavant avec succès sur des moutons. Charles-Henri Samson s'était fait faire, lui, en qualité d'exécuteur en chef, une démonstration sur des cadavres. À cette occasion, il manifeste une inquiétude prémonitoire. Bel instrument, pourvu qu'on n'abuse pas de la facilité. C'était exactement pensé. Mercredi 25 avril 1792, à Paris, on se presse, place de Grève. Le premier supplicié s'appelle Nicolas Jacques Pelletier. Ce n'est pas un assassin, un voleur malchanceux plutôt. Une foule de curieux découvre la guillotine. L'exécution est menée par Charles-Henri Samson, rapide, sans bavure, à la déception du public, frustré par la brièveté du spectacle. Donc, la Révolution est arrivée, les privilèges ont disparu. Par conséquent, on veut que tout le monde soit traité de la même façon. Il n'y a donc plus de raison pour que le peuple soit privé de la décapitation, qui n'est plus réservée aux hommes. La Convention décide donc que tous les condamnés à mort seront décapités. Avec l'irruption de cette machine nouvelle qui tranche si vite et si bien, la mort est désormais affaire de quelques dizaines de secondes contre plusieurs heures auparavant. Avec l'instauration d'un mode unique de supplice, l'égalité des condamnés devant la mort fait son entrée dans l'histoire. 2 raisons qui expliquent que la guillotine est perçue comme un instrument de progrès. Le 21 janvier 1793, l'exécution de Louis XVI est l'œuvre de Charles-Henri Samson, 4e du nom, à exercer comme bourreau à Paris. Extraordinaire destin que celui de la dynastie des Samson. Ils réussiront 159 ans d'affilée l'exploit de transmettre leur charge à l'aîné des garçons, un idéal jamais réalisé par une dynastie royale. En 1688, le premier Samson était entré dans la profession en épousant une Jouenne, fille d'une lignée de bourreaux remontant au XIIIe siècle. Durant la Révolution, 5 frères seront exécuteurs en même temps. Avec les fils et les gendres, on comptera jusqu'à 9 Samsons simultanément dans la fonction, sans oublier les oncles, les cousins et les alliés. En 2 ans, Charles-Henri présidera 2742 exécutions, parmi lesquelles celle de Marie-Antoinette, de Camille Desmoulins, de Fabre d'Églantine, de Danton,
de Saint-Just, de Robespierre et de Fouquier-Tinville auprès de qui il avait pris ses ordres. La bête est gourmande. Exécuter promptement devient une obsession chez les bourreaux. D'environ 2 minutes au début de la guillotine, plusieurs centaines de suppliciés plus tard, le temps d'exécution est diminué de moitié. Samson et ses élèves guillotinent avec tant de prestesse qu'on croirait qu'ils ont pris des leçons. Ils en ont expédié 12 en 13 minutes. Constate admiratif un témoin. Le souci d'efficacité fait naître des vocations. En juillet 1794, 2 architectes proposent une guillotine susceptible de couper 4 condamnés en même temps. Hélas, l'ingénieuse invention est aussitôt dépassée par une autre, à 9 tranchants. Proposé par un mécanicien, le prototype n'est pas estimé suffisamment concluant pour emporter la conviction des commanditaires. Le mécanicien aurait certainement persévéré s'il n'avait eu la mauvaise idée de trafiquer de l'assignat, ce qui le conduit à être exécuté par une machine ordinaire. Notons que la sienne, selon une rumeur qui circulait dans Paris, risquait d'être dépassée par une autre en mesure d'exécuter, elle, 30 suppliciés en une seule fois. Elle n'existera pas, probablement parce que la bête était repue et l'opinion lasse de tant de sang. Bras armés des idéaux révolutionnaires, les bourreaux ne tireront finalement aucun profit de la Révolution. Mais quand la Révolution est terminée, on va rapidement les rejeter de nouveau dans l'ombre, dans l'obscurité, et ils vont essayer, un Desmarais, un Berger, vont écrire pour se plaindre, pour essayer, mais que peut le pouvoir politique, que peuvent les lois et les textes contre l'opinion publique? Rien. Donc ils vont se retrouver, parias comme devant, ils vont s'enfermer aussi de nouveau dans leur solitude active, mais comment dirais-je, habitée, puisque avec leur famille, avec leurs aides et les familles de leurs aides, ils forment toujours des noyaux extrêmement chaleureux, mais pas avec le grand public qui continuera à les rejeter. En juillet 1803, Berger, l'exécuteur d'Agen, écrit au préfet. « Je ne puis supporter l'odieux préjugé qui domine la majeure partie des habitants de cette ville envers les hommes de mon métier. Mon épouse, mes enfants et moi n'avons cessé d'éprouver tous les mépris et les humiliations imaginables, si bien que mes 4 petits-enfants, auxquels je voulais donner une éducation, n'ont pu, sous aucun prétexte, et à pas un prix, être reçus pas même chez le moindre instituteur. » Ce rejet du bourreau et des siens existera jusqu'à l'extinction de la profession. Les enfants sont inscrits à l'école sous un autre nom que celui de leur père et l'usage du faux patronyme est une pratique courante de toute la parentèle. Ce n'est pas la seule humiliation. Depuis le Moyen-Âge, ils n'ont pas le droit de s'absenter de leur ville. Dans un arrêté du 4 avril 1922, le directeur des affaires criminelles et des grâces rappelle à André Obrecht qu'il a la charge de résider à Paris et de ne pouvoir s'absenter sans notre permission écrite. Cette astreinte s'est perpétuée jusqu'en 1982 avec le dernier bourreau. En réalité, on ne devrait jamais dire bourreau, mais exécuteur des arrêts criminels, seul titre reconnu dans les documents officiels. Administrativement, toutefois, l'exécuteur n'existe pas. Aucune décision législative n'a jamais précisé qui serait chargé de donner la mort. Ce pouvoir exorbitant est délégué à un homme selon des critères qu'on n'a jamais osé définir, mais dont le principal est assurément le savoir-faire. Les bourreaux sont comme les autres artistes ou artisans, comme on voudra. Ils sont plus ou moins habiles. Ils sont plus ou moins de maestria, de rapidité dans l'exécution de leur travail. Comme les exécutions sont publiques, il va y avoir des espèces de critiques dans la presse où on va évaluer le talent du bourreau exactement comme s'il s'agissait d'un comédien sur une scène de théâtre. Et à chaque nouveau ou à chaque exécution importante, il va y avoir un petit compte-rendu, un petit reportage où on cherche le pittoresque et où on va critiquer ou complimenter le bourreau pour sa vitesse. Avec le temps, virtuosité ou maladresse vont devenir des éléments d'appréciation de la pratique du bourreau.
C'est ainsi qu'en janvier 1880, les débuts de Louis Desblair comme exécuteur en chef sont moyennement appréciés par la presse qui le chapitre pour être moins expéditif que son prédécesseur. Roch était très rapide et un peu brutal. Desblair est lent, trop lent. En revanche, à l'égard d'Anatole Desblair, son fils qui lui a succédé, certains journaux sont élogieux. En voilà un qui est expéditif, peut-être trop. De la descente de voiture au couperet, j'ai trouvé le rythme un peu trop rapide. Cela enlève au spectacle de la solennité qui constitue pourtant sa raison d'être. De leur côté, les annales politiques et littéraires rendent hommage à son tour de main et à son aisance de vieux praticien et soulignent la distinction du personnage. Jeune, élégant, vêtu d'une redingote de couleur sombre, comme un témoin de duel select, il réalise dans la perfection le type du bourreau moderne. Dans ses carnets intimes, André Obrecht, aide de Desfourneaux dans les années 30, n'hésite pas à critiquer son supérieur pour sa lenteur. 12 secondes sur la bascule. Une exécution bien commandée de la porte de la prison à la chute de la tête dans le panier doit durer en tout et pour tout 10 secondes. C'est en termes de métier le nombre d'or. Cela peut paraître abominable d'évaluer comme ça la qualité, si j'ose dire, du travail selon la rapidité. Mais d'un point de vue humain, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Parce que les dernières minutes que vit le condamné entre le moment où on le prend dans sa cellule, où on l'amène au greffe de la prison, où on lui coupe les cheveux, où on coupe le col de sa chemise pour bien dégager le cou, on lui ficelle les bras derrière, on lui entrave les jambes et pratiquement on le porte jusqu'à la machine, on le pousse sur la bascule et on l'envoie la tête dans la lunette, ce sont certainement des minutes épouvantables à vivre. Et plus ça va vite, mieux ça vaut. En 1939, à l'occasion de la dernière exécution publique, celle de Weinmann, certains journaux s'acharnent sur Desfourneaux, dont c'est la première prestation comme chef. Comme à Rouen, comme au boulevard Arago, M. Desfourneaux est lent, très lent. Lent, vraiment ? Les exécutions capitales ont toujours fait courir des foules très importantes. Dès qu'on savait qu'une exécution allait avoir lieu, les gens commençaient à s'attrouper autour de minuit, alors que l'exécution allait avoir lieu entre 4 et 5 heures du matin. C'était des gens qui souvent, des voyous d'une part, par exemple on sait qu'un certain nombre de gens qui ont été condamnés à mort exécutés avaient déjà assisté à des exécutions capitales, ce qui prouve l'exemplarité de la peine, et autrement souvent des noceurs qui avaient passé la soirée dans des boîtes à manger, à boire, à rire, et qui arrivaient là avec souvent des prostituées. Alors une partie arrivait plus ou moins ivre, chantait des chansons ordurières, lançait des lazis, des insultes aux condamnés. Il y avait un instant de silence au moment quand même où il sortait de la prison, où il allait venir être jeté sur la bascule de la guillotine, et puis ça reprenait tout de suite après. Il y a des cas, j'ai trouvé des rapports de commissaires de police qui expliquent que 5 jours avant une exécution, tous les soirs, la foule commence à se réunir parce qu'on pense que l'exécution va avoir lieu. Et donc, ça dure 5 jours. Et on ramasse des dizaines et des dizaines de... On disperse la foule et puis on en ramasse quand même des dizaines qui ne veulent pas partir ou qui injurient les agents. Et on trouve là des garçons de 15-16 ans, des petits apprentis qui sortent de leur atelier ou de la cuisine où ils ont travaillé et qui viennent là avec l'espoir de voir guillotiner un homme. Fascination malsaine pour un spectacle rare et peut-être instinctive gratitude pour l'auxiliaire de l'ordre. Le bourreau, depuis la fin de la monarchie, est un employé qui est engagé au début du siècle par une lettre signée par le ministre de la Justice. Et puis progressivement, c'est simplement un chef du bureau, c'est le chef des affaires criminelles et des grâces à la chancellerie, qui fait une simple lettre d'engagement, qui donc est révocable à tout moment. Il n'a aucune protection de sa fonction, puisqu'il n'est pas fonctionnaire. Et il est payé par des gages annuels, payables par 12e. Et quand il ne peut plus exercer, il reçoit non pas une retraite, mais un secours annuel payable par trimestre, comme les pensions l'étaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il a exactement le même traitement qu'on applique à un domestique. N'empêche qu'ils y tiennent à leur fonction.
Louis Desblair, lorsqu'il apprend le 2 janvier 1899 par l'administration pénitentiaire que son fils Anatole va lui succéder, s'écrie « Ah, mon fils, que voilà de jolies étrennes !» En vérité, le cadeau n'est pas si généreux, car à l'époque, l'emploi est bien mal rémunéré. Si bien qu'en 1926, Anatole, en détresse, réclame une augmentation. Réponse de Louis Barthou, alors garde des Sceaux. « Je ne peux absolument pas demander ça à la Chambre. Je vais me faire engueuler par les députés. » Non seulement petit salaire, mais encore lâché avec réticence. À Aubrecht, ouvrier chez Renault, la fonction d'exécuteur apportait un substantiel complément de revenus. Dans ses carnets, le même Aubrecht, 326 exécutions entre 1922 et 1976, confesse « Quand on me demande pourquoi j'ai repris le métier, je réponds « pour de l'argent ». Même motivation pour le mécanicien des fourneaux, le ponctuel des fourneaux, pour qui la terrible fonction était également le second métier. Quant au dernier bourreau, Marcel Chevalier, il complétait son salaire de typographe avec ses gages d'exécuteur qui représentaient au moment de l'abolition de la peine de mort l'équivalent du salaire mensuel d'un planton de bureau dans un ministère. Marcel Chevalier avait déjà organisé sa succession, car on ne prévoyait pas à ce moment-là la suppression de la peine de mort en 1981. Il avait déjà fait assister son fils, Éric, à 2 exécutions, et par conséquent, si la peine de mort n'avait pas été supprimée, tout donne à penser, certain, que Éric Chevalier aurait succédé à son père. C'est-à-dire que cette tradition multiséculaire est arrivée jusqu'à nous, et ce serait poursuivi sans la suppression de la peine de mort. Cette transmission lui paraissait dans l'ordre naturel des choses. En épousant la nièce d'Aubrecht, descendant d'une vieille famille de bourreaux, il avait épousé leurs usages. Les bourreaux n'ont pas été les monstres que l'on s'imagine en général. Par exemple, Samson, après avoir guillotiné le roi, a fait dire une messe à sa mémoire. Monsieur Heidenreich, après 1871, bourreau national, c'était un homme bon et sensible, un grand lecteur. Il adorait lire les romans d'amour, surtout les romans que nous dirions de bibliothèque de gare, et il avouait que souvent il était obligé de s'arrêter de lire parce que ça le faisait pleurer. Et après chaque exécution, il rentrait chez lui, il prenait un bain, il se couchait, il jeûnait, et ensuite il faisait dire une messe pour le salut de l'âme de celui qu'il avait guillotiné. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas une brute du tout, mais n'empêche qu'il remplit ses fonctions avec la conviction qu'il est un rouage non seulement utile, mais indispensable au fonctionnement de la société. Aubrecht a eu une vie assez agitée. Il s'est marié 2 fois, avec des femmes complètement étrangères à la profession, dont l'une était professeure de piano, l'autre avait une petite boutique de mode. Ça s'est très bien passé, il a toujours travaillé ici et là, et il a vécu tout à fait normalement. Mais toujours tout de même, avec cette méfiance première à l'égard de tout ce qui est extérieur à la profession. Je demeure, quel que soit le nombre d'années écoulées, l'homme inquiet qui regarde sans cesse l'embrasure de sa fenêtre pour vérifier s'il n'est pas observé. Je marche toujours en rasant les murs. Je demeure le bourreau, avec le goût de la solitude. Un goût en forme de malédiction, mais que je ne renie pas. André Aubrecht descendait par sa mère des Rogis, qui s'étaient alliés par les femmes à 2 lignées d'exécuteurs. C'est en 1909 que Louis Rogis marie sa fille à Jules-Henri Desfourneaux, qui exercera jusqu'à 74 ans avec plus de 400 exécutions à son palmarès. Avait-il des remords, cet insomniaque larmoyant qui ne s'exprimait plus depuis longtemps? Tentait-il d'oublier que sa vie
avaient baigné dans le sang. La photo de ce mariage mémorable illustre à la perfection la tradition endogamique alliant les trois grandes familles de bourreaux de l'époque. Les Regis, les Desfourneaux, les Desblair, représentés par Anatole, exécuteur national. Il avait succédé à Louis, son père, qui pouvait se flatter de 360 exécutions, dont celle des anarchistes, Vaillant, Ravachol et Caserio, l'assassin de Sadi Carnot, président de la République. Je suis un ouvrier de la justice, un simple mécanicien. Plaidait le descendant de Johann Peter Desblair, écorcheur en Allemagne en 1694. Sur la fin de sa vie, apeuré par la couleur rouge, le simple mécanicien paniquait au moment d'œuvrer. Il se lavait sans cesse, interpellait son entourage. J'ai du sang partout, vide de l'eau. Vous ne voyez pas de sang, là, sur mes mains? Anatole Desblair exerça de 1882 à 1939 et affiche à ce titre une performance exceptionnelle pour les temps modernes, 450 têtes, dont celle de Landru, accusé d'avoir assassiné 11 femmes, de Bonneau et de sa bande d'anarchistes. C'était un père de famille qui aimait les plaisirs simples. On partait ensemble à la campagne, on allait en vacances ensemble, on pouvait parler de tout librement chez lui, sauf du métier. Seul lui-même pouvait se permettre une plaisanterie. Ce qui est arrivé, par exemple, il adorait faire de la photographie. Il était un des premiers aussi à avoir un appareil photographique un peu perfectionné. Et sur une photo, il avait mal cadré et il y avait des gens auxquels il avait coupé la tête. Et en la voyant, il a dit « Ah, forcément, c'est une photo Desblair ». Le 2 février 1939, il devait se rendre à Rennes pour guillotiner Pilorge, un assassin qui avait été l'amant de Jean Genet. Et c'est en descendant l'escalier pour prendre le métro à la station Porte de Saint-Cloud qu'il s'est effondré, victime d'une crise cardiaque. On l'a ramené rapidement chez lui, le temps de l'allonger sur son lit, il était mort. C'est Desfourneaux qui a fait fonction de chef puisqu'il était le premier aide. Ses familiers l'enterrent au cimetière du Point du Jour, dans le quartier parisien, où se sont regroupées les familles de bourreaux et leurs aides pour être proches, pour être ensemble, comme autrefois. Cet enterrement d'un exécuteur emblématique n'est pas encore celui de la profession. Pendant l'occupation, on a guillotiné un certain nombre de résistants, d'auteurs d'attentats dans différentes villes. Et les derniers à la prison de la Santé à Paris, où il y a eu 9 exécutions le même jour. Et après la libération, le ministère de la Justice a demandé à la police judiciaire une enquête pour savoir si ces gens-là avaient eu une activité collaborationniste. L'enquête a démontré qu'ils n'avaient jamais eu la moindre activité, qu'ils n'avaient adhéré à aucun groupement, à aucun parti, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, et ma foi, ils ont continué à exercer leur profession comme avant. C'est-à-dire que M. Desfourneaux, qui était en fonction à partir de 1939 et pendant toute la guerre, a continué après, jusqu'à son décès. De février 1957 à août 1958, pendant la guerre d'Algérie, le pouvoir exige de Fernand Messonnier, exécuteur à Alger, qu'il travaille à une cadence inaccoutumée. Il guillotine 141 militants algériens en 18 mois. Il n'est pas d'exemple en 8 siècles qu'un seul bourreau fût jamais inquiété, pas non plus qu'un seul se désista. L'obéissance est la vertu du bourreau, elle le protège des retours de l'histoire. On exécute un homme, on exécute un arrêt, c'est le même verbe pour dire qu'on tue ou qu'on obéit à un ordre légal. L'année dernière, dans 86 pays, on a exécuté 1457 condamnés, et pour combien de bourreaux? Beaucoup, beaucoup trop pour les compter. Si l'on compte ceux qui les commandent, ceux qui les approuvent et ceux qui ne veulent pas savoir, les bourreaux ne sont jamais seuls. Ce n'est pas encore la fin de leur histoire.